Salut les mecs. Alors aujourd'hui, eh bien on va parler de l'un des plus gros mystères d'Hunter x Hunter, oui, il va s'agir effectivement de Gunfrix, ce gosse au sourire d'ange, mais avec une bombe à fragmentation à la place du cœur. Parce que non, Togashi Forever comme vous le savez, le mangaka légendaire d'Hunter x Hunter, n'a pas créé un héros de shonen classique, alors que pourtant Hunter x Hunter est censé être un shonen. Non, il a plutôt fabriqué un paradoxe ambulant en ce qui concerne Gun, parce que là, il s'agit effectivement d'un mélange de pureté enfantine et de rage cosmique, capable de te serrer la main avec la droite et de t'arracher le bras avec la gauche, et ce dans la même minute. Parce que Gon c'est pas exactement, voilà, le petit protagoniste de shonen de base, qui voudrait devenir maître Pokémon, roi des pirates ou maître des Hokage ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. En fait, ce gars-là, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Et si vous pensez avoir tout pigé au personnage de Gon, bah, les mecs, je pense que vous allez transpirer du cerveau tout au long de cette vidéo, parce qu'on va creuser le personnage sans aucun filtre, parce que techniquement parlant, Gon, oui, c'est un cas clinique. On va donc tout d'abord parler de la racine du mal, c'est-à-dire son père Jin, puisque Gon a quasiment été élevé par son père absent, même si son père techniquement n'a jamais été là. C'est comme s'il l'avait élevé en lui laissant effectivement une philosophie toxique, en mode voilà, ouais, démerde-toi tout seul et bon, retrouve-moi si t'en es capable. Et résultat, même si Gon n'a pas été élevé par son père puisqu'il a été extrêmement absent, eh bien il a quand même grandi en pensant que demander de l'aide c'était honteux. Donc le mec s'enfonce dans la douleur, comme d'autres s'enfoncent dans un canapé. Il tombe, se relève, retombe, recommence, tout ça pour mériter le regard d'un père qui l'ignore royalement. Ensuite, après ça, on compare Gon à son opposé total, c'est-à-dire Kurapika, parce que bon, avec ces deux personnages-là, on a deux traumas et on a deux routes opposées. Kurapika contrôle sa haine avec une précision chirurgicale, tandis que Gon, lui, bah il contrôle rien du tout. C'est une éruption volcanique totale en basket. Kurapika lit les petits caractères du naine avant de signer le contrat, tandis que Gon, lui, il s'en bat les steaks, il trempe le stylo dans son sang et hurle « Ouais, bah on verra bien plus tard ». Sauf que spoiler, on ne verra rien du tout. Enfin, en tout cas, lui, il verra rien. Puis on remontera avant l'arc des Chimera Ant, c'est-à-dire avant que Gon ne tombe dans les ténèbres, pour montrer que même avant que Neferpitou ne tue Kaito, eh bien oui, le naine de Gon était déjà bancal depuis le départ. Son Hatsu, le Janjanken, bah c'est un pouvoir d'enfant de maternelle qui est lent, prévisible, mais surtout jamais optimisé. Biscuit et Wing essaieront effectivement de le discipliner tout au long du manga, mais bon, quasiment en vain. Gon apprend le naine comme on apprend à jouer en jetant les brassards et les neurones. Et c'est justement ça le drame de Gon. Il a cassé la chaîne du naine, il a refusé les règles, ignoré ses maîtres et choisi la force brute comme religion. Et dans un système basé, donc le système du naine, de Togashi Forever comme vous le savez, basé sur la logique et les contraintes, eh bien Gon lui préfère la pulsion pure, l'instinct total, et quand tu forces la logique d'un monde qui en principe est très rigide, bah le monde rigide finit toujours par te présenter la facture après que t'aies tout cassé. Parce que oui, Gon c'est un bug du naine, trop doué pour respecter les règles, trop borné pour survivre sans se détruire, et quand il se transforme contre Pitou, c'est pas un miracle, c'est le naine lui-même qui lui dit ok mon gars, tu voulais tout donner, bah donne tout, mais on te reprendra tout. Et justement, par la suite, on essaiera effectivement de deviner, de théoriser la manière dont Gon va retrouver son naine. On parlera effectivement de la décision de Gon d'abandonner son naine effectivement pour toujours afin de tuer Neferpitou. On discutera de pourquoi il arrive à cette conclusion-là. Et on terminera enfin la vidéo extrêmement longue vous l'aurez compris, en discutant, oui, du côté totalement psychopathe de Gunfrix. Donc voilà, écoutez, on va explorer le cas Gon morceau par morceau, chapitre par chapitre. Son héritage pourri, sa descente dans la haine, sa déconnexion totale des règles du naine, son rôle de héros de shonen totalement cassé dans un monde trop lucide. Écoutez, bon, voilà, vous l'aurez compris, ça va être stylé. Togashi Forever comme vous le savez, et sans plus attendre, c'est parti. Bon, on va commencer, mais avant de parler même de la perte du naine, du côté monstrueux de Gon, ou du moment où Gon devient plus flippant que le roi des Chimera Ants, Meruem lui-même, faut quand même poser les bases. Le vrai méchant d'Hunter x Hunter, bah c'est pas Pitou, c'est pas la brigade fantôme, c'est pas Meruem, non. C'est peut-être Gon, mais c'est surtout Ginfrix, c'est le père du héros. Et le pire, c'est que le mec a réussi à foutre la vie de son fils en l'air, sans jamais être là. On frôle le génie du sabotage, parce que Jin, c'est un peu le daron fantôme. C'est le mec qui t'élève avec une philosophie qui t'a même pas expliqué, c'est-à-dire qu'il laisse juste traîner sa pensée dans l'air un peu comme un virus. Ne compte jamais sur les autres. C'est un slogan parfait pour une pub de couteau suisse, là-dessus y a pas de souci, mais c'est désastreux quand t'as 12 ans comme Gon. Et traduit en langage d'enfant, parce que Gon est un enfant, et c'est quelque chose que l'on verra à de maintes reprises dans la vidéo, c'est que voilà, si t'as besoin d'aide, t'es une merde. C'est plus ou moins comme ça que Gon raisonne, et c'est comme ça qu'on fabrique un gamin qui prend la mort comme une formalité. Et la douleur pour un passe-temps, parce que Gon se relève toujours, quoi qu'il arrive, mais pas par courage, par conditionnement. Papa a dit que demander de l'aide c'était tricher, et lui, bah il écoute papa, et même quand papa n'existe que dans les souvenirs d'un enregistrement de VHS. Souvenez-vous de tous les moments où Gon refuse que qui lui a l'aide, même au début de Grill Island, où il y a une espèce de masse de joueurs qui estiment que bah ce serait effectivement mieux de se serrer les coudes, bah Gon à la fin décide de refuser et de faire bande à part
avec qui lui a. Même quand tout part en sucette, il préfère le faire seul. Et c'est pas forcément de la fierté, même si, bon, c'est de la fierté, mais c'est surtout Jin qui parle à travers lui. C'est le mantra débile du je fais tout seul, même si je crève. Et c'est un des poisons de la pensée de Gon et de sa manière de raisonner. C'est pas un instinct d'aventurier, c'est un instinct de je veux me foutre en l'air. Et si on parle du modèle paternel, voilà, Jin, ce grand chercheur de vérité, bah on parle quand même d'un mec qui abandonne tout, femme, enfant et responsabilité, pour courir après des ruines et des aventures bizarres. Le gars incarne l'égoïsme pur et Gon forcément copie le modèle. Et quand il entend la cassette audio de son père qui effectivement va lui révéler qui sa mère est, eh bien non, voilà, Gon arrête la cassette et dit non, merci, ça va. Ouais, ça me suffit, ma mère, je m'en fous. C'est pas mignon, c'est pathologique, c'est-à-dire que l'obsession de Gon pour son père, c'est pas de l'amour, c'est de la reproduction comportementale. Il veut le comprendre, donc il devient lui. Gon est le seul gosse au monde qui se construit entièrement autour d'une absence. Il est aussi arrogant que son père d'ailleurs, hein, Jin étant arrogant mais stratège, bah Gon est arrogant mais kamikaze. Jin planifie ses plans et ses chasses sur des années, eh bien Gon lui fonce dans la gueule de Pitou sans plan B. Est-ce que c'est de la naïveté? Je ne sais pas. En tout cas, c'est plus ou moins du copier-coller, c'est-à-dire que Jin passe sa vie à traquer des reliques, tandis que Gon passe sa vie, eh bien, à traquer son père, comme si c'était effectivement un Pokémon légendaire. C'est du clonage affectif. Et donc, en fait, Gon, c'est un peu Jin version bêta ou même version alpha, même potentiel monstrueux, mais sans les mises à jour. Le même esprit libre, mais sans antivirus. Togashi l'a conçu comme ça, le Gon. C'est un mini Jin lâché dans la nature, avec un cœur d'or, certes, mais surtout un mode d'emploi totalement manquant. Et forcément, quant à la personnalité d'un aventurier égoïste coincé dans le corps d'un enfant, bah ça finit par partir en live. Et c'est pour ça que cette relation est la clé de tout. Sans l'héritage toxique de Jin, Gon n'aurait jamais signé le vœu, voilà, on va dire relativement discutable contre Pitou. Il n'aurait jamais viré du côté obscur, il n'aurait jamais révélé son côté psychopathe sous pression, et Jin n'a certainement pas élevé Gon là-dessus, on est d'accord, mais il l'a programmé pour l'autodestruction, en lui transmettant l'idée que l'indépendance, bah c'était absolument tout, même quand tu dois crever pour ça. Et Togashi, encore une fois, est trop fort. Il a réussi à faire du père absent, le vrai méchant du manga, un antagoniste invisible mais omniprésent, le genre de type qui détruit plus par son absence qu'un roi fourmi avec ses griffes. Et maintenant qu'on a bien compris que Jin a refilé à Gon une philosophie plus toxique encore qu'un plat réchauffé à la cantine, eh bien, on va passer effectivement à son opposé parfait, c'est-à-dire Kurapika. Là, il s'agit de deux gosses brisés par la perte, deux trajectoires qui partent du même point, mais tandis que l'un trace au laser, l'autre creuse au marteau-piqueur. Togashi les a écrits comme deux faces d'une même pièce, la vengeance rationnelle contre la rage brute. Alors, Kurapika, c'est un peu la haine en col blanc, le mec planifie, le mec calcule, le mec fait des contrats d'aide avec clauses, voilà, avec des astérisques et une police taille 6. Et chacune de ces chaînes de Ned a une raison, chaque émotion est un couvercle, et le mec canalise sa douleur comme un chimiste fou qui a peur de renverser son flacon, et ça marche. Sa haine devient une arme de précision. Tandis que Gon, lui, bon, la précision c'est pas trop son délire, c'est plus un volcan, c'est-à-dire que sa colère, il essaie pas de la dompter, il la laisse sortir en hurlant, y a pas de souci. Quand il affronte Pitou, ou même quand il affronte les autres Chimera Ants, il cherche pas la victoire, il cherche la fin, pas la sienne, pas celle de l'autre, juste une fin, il veut que ça s'arrête, quitte à tout cramer, en fait. C'est pas une vengeance, c'est une implosion. Kurapika, lui, il va lire effectivement les petites lignes de son haine avant de signer, comme effectivement le contrat qui lui permet d'être quasiment invincible tant qu'il n'utilise ses chaînes que contre les membres de la brigade fantôme. Sauf que Gon, lui, bah, il lit pas le contrat, il signe avec son sang, et il écrit en guise de signature YOLO, directement. Il se jette la tête la première dans la gueule du loup en mode bah vas-y, on verra sur place. Donc l'un fait des équations Kurapika, l'autre fait des dégâts Gon, et des dégâts sur toi lui-même. Et niveau cerveau, même combat. Kurapika pense avant d'agir, il observe, il analyse, il manipule, tandis que Gon, lui, bah il fonctionne à l'instinct pur. Et si son cœur lui dit vas-y, bah il y va. Même si ça finit à l'hôpital ou dans un cimetière. Et Grid Island, c'est l'exemple parfait. Kurapika aurait craqué le système avec une stratégie en 4 temps, tandis que Gon, bah, il préfère se casser les mains et se casser les poings pour défoncer la gueule de Boomer. Y a pas d'astuce, y a pas de réflexion, juste de la douleur volontaire, parce que dans sa tête, souffrir égale progresser, on en a déjà parlé effectivement avec notre ami Jin. Et si c'était un jeu vidéo tout ça, bah Kurapika ce serait un peu le joueur patient, qui farme ses quêtes secondaires jusqu'au niveau max avant de s'attaquer, voilà, au boss de fin. Tandis que Gon, lui, bah il speedrun le jeu en mode hardcore, il oublie de sauvegarder et il l'explose au boss final. Et il appelle ça de la persévérance. Et leur rapport à la haine, c'est un peu la clé. Kurapika l'utilise comme un outil, tandis que Gon se fait dévorer par sa haine. L'un avance grâce à sa colère, l'autre se perd dedans, c'est la même flamme, mais il y en a un qui chauffe son repas avec, et l'autre qui fout le feu à la cuisine. Et c'est là que Togashi est trop fort. Il te montre que le trauma, c'est pas une excuse, c'est une matière première. Tu peux en faire un moteur ou une bombe. Kurapika a choisi le contrôle, Gon a choisi la combustion, et leur destin découle juste de cette différence. Alors quand Gon se transforme contre Pitou, c'est pas un dérapage, ou un moment badass, c'est la conséquence logique de ce qu'il a toujours été. Un gamin immature qui ressent avant de penser, et
qui détruit quand il souffre. C'est le double négatif de Kurapika, c'est l'autre côté du miroir. Togashi nous glisse la leçon un peu en douce. La haine te sauve pas, c'est juste la façon dont tu la tiens qui fait la différence. Kurapika s'en sert, tandis que Gon s'en sert contre lui-même. Bon, ok, maintenant qu'on a compris ça, on va remonter encore plus haut dans le temps, dans la chronologie d'Hunter x Hunter, bien avant, encore une fois, l'arc des fourmis chimères, pour voir comment Gon était déjà condamné depuis le début, parce que son haine, les mecs, je vous le dis, il était bancal dès le début. Bon alors, on dit souvent que Gon est devenu trop fort pendant l'arc des Chimera Ants, et que sa transformation contre Pitou, c'est un peu le sommet du Nen, c'est la transcendance, c'est le Super Saiyan de la souffrance, bref. Sauf que pas vraiment, en réalité Gon n'a jamais été un bon utilisateur de Nen. Le mec était déjà brisé bien avant, en fait le combat contre Pitou n'a pas, détruit Gon, non, ce combat a juste allumé la mèche d'un explosif déjà mal monté depuis le départ. Si on regarde son Nen à Gon depuis le début et d'un peu plus près, d'accord? C'est le Jajanken, c'est son Hatsu. Donc, ce pouvoir est censé refléter sa personnalité. Et ben justement, il la reflète peut-être un peu trop bien. C'est simple, direct et sans subtilité, voilà. Pierre, feuille, ciseaux, Janken, 3 attaques, 0 créativité. C'est pas un pouvoir, c'est un mini-jeu d'arcade. Son pierre met 3 heures à charger, son ciseau a une portée de moineau, et son papier, bah il fait moins mal qu'une gifle de Killua. Le tout sans aucune contrainte maligne pour booster sa puissance, à part le fait de crier le nom de sa technique avant de la faire. Voilà, bon. D'ailleurs, Wing et Biscuit lui diront 1000 fois de poser des restrictions sur son pouvoir, de créer une stratégie, de raffiner son haine, sauf que Gon il hausse les épaules. Pas besoin, je vais juste frapper les gens plus fort, et c'est tout. Et c'est ça son problème. Gon pense que la volonté compense la technique. C'est un gosse persuadé qu'il peut réparer une fusée à coups de poing. Son haine, c'est de la force brute et c'est pas de l'art. Quand Biscuit essaie de lui apprendre la discipline, il esquive les leçons. Quand Wing lui parle d'équilibre, voilà, pour lui c'est chiant. Gon, c'est l'élève doué qui refuse d'apprendre parce qu'il veut ressentir avant de comprendre. Résultat, son aura, c'est du carburant de bête sauvage. C'est pas un outil de précision. Et le combat contre Gensru sur Grid Island contre Boomer, c'est le résumé parfait. Au lieu d'utiliser une stratégie ou d'analyser le nen adverse, il choisit de se faire mutiler exprès. Il perd quasiment ses 2 bras juste pour frapper plus fort. Le mec s'est fait littéralement exploser les mains juste pour prouver qu'il en a dans le pantalon. C'est plus du courage, c'est de l'auto-mutilation avec effets spéciaux. Et c'est là qu'on voit la fatalité. Gon n'a jamais évolué. Son nen n'a pas grandi. Il s'est juste endurci. Comme un muscle qui grossit mais qui perd en souplesse. Et depuis la tour céleste, Togashi le montre. Gon apprend mais pas mieux. Il apprend plus fort. Et quand t'accumules de la puissance sans la comprendre, bah tu finis par imploser. Alors ouais, quand il devient adulte entre guillemets contre Pitou, c'est impressionnant, mais en vrai, c'est la suite logique. Son nen n'a jamais été fait pour durer. C'est une bombe artisanale, assemblée à main nue sans plan de montage. Pitou n'a fait que presser le bouton. Et c'est pour ça que Gon n'est pas juste un élève indiscipliné. C'est un mec qui a complètement cassé le système du nen et il a refusé d'en être l'héritier. Et justement d'ailleurs, bon, on va en parler. Parce que, justement, là on va arriver à un angle que je trouve on n'aborde pas assez quand on parle d'Hunter x Hunter en termes général. Parce que Gon n'est pas le produit de l'enseignement de Wing, d'ailleurs il n'est même pas le produit de l'enseignement de Biscuit, en fait il n'est même pas le produit de l'enseignement officiel de qui que ce soit. Il n'est pas un héritier, c'est un dissident, c'est un redoublant volontaire. Le mec a littéralement cassé la chaîne de transmission du nen, comme un élève qui déchire son manuel et qui dit bah tu sais quoi, je vais deviner les réponses au feeling. Parce que Wing, lui, il forme des utilisateurs de nen équilibrés. Le nen bien rangé, bien propre, bien classé, avec le Ten, le Zetsu, le Ren, qui s'enchaînent un peu comme des gammes en musique. Tandis que Biscuit, elle, c'est la prof tyrannique qui te transforme en machine de guerre avec des routines, des répétitions, des drills, des contraintes. Bon, c'est 2 écoles différentes, mais bien structurées. Et au milieu de tout ça, t'as Gon, le mec qui te dit écoute, merci pour le cours, mais non merci quand même. Parce que Gon n'a jamais suivi les règles. Il apprend le nen un peu comme il vit, à l'instinct, à la pulsion, avec le cerveau en mode avion. Là où Killua le raffine, Gon le simplifie. Là où Biscuit demande de la technique, écoute, Gon il répond ça me saoule. Le nen est censé devenir de plus en plus précis avec le temps, sauf que Gon, lui, il rend son nen de plus en plus brutal. En fait, le nen, c'est un langage, sauf que Gon, il parle en grognement. C'est l'un des rares utilisateurs à ne jamais raffiner son pouvoir. Pas de variation, pas de contraintes créatives, pas de technique dérivée, juste smash, smash, smash. Et c'est ça qui est fascinant. Dans un système qui récompense l'intelligence et la stratégie, c'est pour ça que Togashi Forever, comme vous le savez, eh bien, Gon se comporte comme un mec primitif. Il ne suit pas les règles, mais il avance quand même, jusqu'au moment où le système dit bon ouais, stop, ça suffit. Et ce moment, bah c'est Pitou. Parce qu'en refusant d'apprendre correctement, Gon n'a jamais eu les outils pour canaliser sa rage. Il n'a pas acquis les garde-fous, les ancrages, la structure mentale qui empêche son haine de partir en couille. Quand il a forcé contre Pitou, son aura n'a pas dérapé. Elle a suivi sa logique interne, la logique du barbare. Gon n'a pas mal utilisé son haine. Il l'a utilisé exactement comme il l'a construit depuis le début. Comme une masse d'armes qu'on brandit jusqu'à ce qu'elle casse ton propre bras. Togashi nous glisse ça un peu avec une finesse sadique. Voilà ce qui arrive quand tu refuses les bases. Quand tu n'intègres aucune des traditions, aucune des méthodes, aucun héritage, tu deviens un électron libre. Et les électrons libres, ça finit toujours par exploser. Gon n'est pas l'héritier de Wing ou de Biscuit, c'est un glitch éducatif. Et c'est précisément ça qui nous amène effectivement à notre point suivant, c'est-à-dire que Gon, c'est une faille du système. C'est un bug non systémique.
Alors là les mecs, on va s'attaquer à un sujet des plus délicieux. Gon, c'est littéralement la faille du système, le héros conçu pour grincer dans les engrenages. Togashi l'a imaginé pour aller à l'encontre des règles les plus fondamentales de son propre univers. Et forcément, quand tu forces un système jusqu'à l'absurde, bah c'est toi qui casse, on en a déjà parlé. Dans Hunter x Hunter, le nen récompense le cerveau, récompense l'intelligence avant les muscles. Si je veux être puissant, fais des contrats, impose-toi des limites, crée des conditions précises. Et c'est exactement ce que symbolise et représente justement le combat de Kurapika versus Uvogin. C'est exactement ça. Donc plus tu te brides et plus tu deviens fort et peu importe les muscles. Parce que le nen, c'est l'art de faire plus avec moins. Sauf que Gon, il fait plus avec rien. Il ignore les règles, il contourne les contraintes, il a aucune stratégie à long terme. Et pourtant, son nen fonctionne quand même, uniquement parce que le gamin a un talent brut tellement abusé que l'univers dit écoute, bon ok, vas-y, je fais une exception. Sauf que le problème, c'est qu'un système basé sur la logique ne supporte pas les exceptions éternellement. À un moment donné, la matrice te dit écoute, tu veux tricher, bah très bien, voici le prix. Et ce prix, c'est sa transformation contre Pitou. Cette scène, c'est pas un power-up, c'est le nen qui lui envoie une facture cosmique. C'est un truc du genre écoute, t'as forcé le système toute ta vie, bon maintenant, c'est nous qui allons te forcer. Gon, c'est le bug qui finit par faire planter le programme. Trop talentueux pour respecter les règles, trop impulsif pour survivre longtemps, trop extrême pour rester dans les clous. Et dans un monde normal, bah Gon serait le héros parfait, pur, dévoué, courageux, déterminé. Mais dans l'univers hyper structuré du nen, il est une anomalie. Et Togashi joue avec ça volontairement. Il a créé un protagoniste qui n'est pas fait pour son propre univers. Un mec qui avance à main nue dans un monde où bah tout le monde lit des contrats comme des avocats. C'est un gosse qui pense que la force brute est une réponse dans un système basé sur la subtilité. La chute de Gon, c'est pas un accident narratif. C'est le système qui a dit écoute, t'étais incompatible dès le départ avec nous, taille-toi. Et c'est précisément cette incompatibilité qui nous amène à la dernière pièce du puzzle. Gon est le symbole d'un héros de shonen qui ne peut pas exister dans un manga aussi réaliste que Hunter x Hunter. Et c'est ça le délire, c'est le héros de shonen paumé dans un monde adulte. Parce que Gon, bon, au-delà d'être une anomalie totale dans le nen, c'est aussi une anomalie totale dans Hunter x Hunter. C'est l'échec du héros de shonen classique. Parce qu'il a été parachuté dans le mauvais manga. Parce que normalement, un protagoniste comme Gon, tu le mets dans DBZ, tu le mets dans Fairy Tail, dans n'importe quel shonen où les émotions font office d'essence et il s'en sort nickel. Parce que peu importe ce qui se passe, voilà, il suffit juste effectivement qu'il pense à la force de l'amitié et c'est bon, voilà, comme dans Fairy Tail, voilà, tu dis non, je pense à mes amis Nakama, je sais pas quoi, à la fin tu gagnes, peu importe la logique, voilà, il suffit juste d'avoir des potes et t'es le plus fort, c'est tout. Voilà, on rajoute une petite musique motivante derrière et c'est bon, t'es le meilleur, t'es le plus gentil, t'as gagné. Voilà, même chose avec My Hero Academia, c'est le même délire parce que dans un univers classique de shonen, sa pureté, sa volonté et ses coups de poing résolveraient tout en fait. C'est un héros taillé pour la lumière. Sauf que Togashi, lui, eh ben, il a eu l'idée suivante. Écoutez, je vais mettre un héros old school de shonen dans un monde pas du tout old school, où les conséquences sont réelles. Et là, miracle, eh bien, Gon devient dangereux. Parce que dans Hunter x Hunter, la pureté de Gon, c'est pas une force, c'est de l'immaturité. Son optimisme, c'est pas mignon, c'est de la naïveté armée. Sa volonté infinie n'est pas inspirante, c'est une obsession incapable de reculer. Il est construit comme un héros de shonen traditionnel, mais dans un environnement gris, violent, politique, où la volonté seule ne suffit pas. Et quand tu combines un gamin binaire, c'est-à-dire c'est bien, c'est pas bien, avec un monde qui fonctionne en nuances, bah ça pète. Contre Pitou, bah c'est le moment où le vernis shonen se fissure complètement. Dans un manga classique, sa transformation serait un triomphe. Nouvelle forme, nouvelle aura, victoire héroïque. Dans Hunter x Hunter, c'est une tragédie, un crash mental. Un gamin qui sacrifie tout ce qu'il est pour régler un compte émotionnel. Il gagne rien, il perd tout. Et c'est Togashi qui te dit, écoute, voilà ce qui arrive quand tu refuses de grandir, voilà ce qui arrive quand tu penses que la volonté remplace la maturité. Gon, c'est pas un héros de shonen brisé, c'est un héros de shonen inadapté. Un modèle optimiste placé dans une réalité cynique. C'est un gamin qui croit que la force vient du cœur, alors que dans Hunter x Hunter, la force vient des choix, des sacrifices et des conséquences assumées. Et c'est pour ça que je suis fasciné par Gon. Il est familier mais terriblement hors sujet. C'est un perso de cartoon perdu dans un film d'auteur. Et maintenant qu'on a mis à plat son héritage pourri, le fait qu'il soit le miroir son de Kurapika, son haine totalement bancal, son rejet des règles et sa position de bug vivant, sans parler de son statut de héros de shonen mal calibré, eh bien on va enfin pouvoir attaquer la question que tout le monde se pose. Est-ce que Gon va pouvoir récupérer son haine? Et si il parvient effectivement à le récupérer, puisque maintenant il ne l'a plus, hein, après son sacrifice contre Pitou, donc est-ce qu'il va pouvoir le récupérer? Et s'il le récupère, à quel prix? Et il le récupérera. Alors, déjà, avant toute chose, faut quand même attaquer le nerf de la guerre, c'est-à-dire le fameux vœu de Gon, lors de son combat contre Neferpitou. C'est un moment, évidemment légendaire, surtout c'est un moment qu'il faut analyser, sinon on comprendra jamais rien. Parce que techniquement parlant, si je puis me permettre effectivement de me fendre d'une petite métaphore, le vœu de Gon c'est l'équivalent d'une grenade de naine découpillée avec les dents. Parce que, en gros, Gon clairement se fout de ce que peut lui arriver, tout ce qu'il veut c'est la puissance nécessaire, qu'il n'aura jamais dans sa vie, afin de tuer Neferpitou, et voilà, vaille que vaille, après moi de l'élu,
déluge. Après, voilà, il s'en fout de ce qui se passera après. En gros, il se sacrifie pour accomplir sa mission. Mais en vrai, c'est un peu le discours d'un type qui signe un contrat sans lire la moindre ligne. Comme ces gars qui cliquent sur j'accepte les conditions et se retrouvent 2 mois plus tard propriétaires légaux d'un morceau de terrain en Sibérie. Parce que, voilà, on va le dire, dans Hunter x Hunter, les mots, tout ça, c'est pas décoratif, on n'est pas dans des BZ. Les amis, on est dans Hunter x Hunter, un manga, on va le dire, très intelligent. Oui, Togashi Forever, comme vous le savez. Et quand tu formules un contrat naine et surtout quand tu le signes, la moindre syllabe pèse plus lourd qu'un dictionnaire entier. Et God, lui, il a fait du freestyle verbal. Voilà, on était quasiment en mode slam de fin de soirée et bien arrosé. Et résultat, il a lancé un énorme champ libre pour l'interprétation. Voilà, le vœu qu'il a formé et qu'il a formulé n'est pas très précis, il n'y a pas vraiment de conditions et surtout il n'y a pas de garde-fou. C'est en mode écoutez, filez-moi tout ce que vous avez maintenant et advienne que pourra si je dois crever après. Traduction, en gros le mec vient de se lier avec l'univers, voilà, dans une offre, on va le dire, all-inclusif, si vous me le permettez, sauf que le buffet, c'est lui, c'est God le buffet. Et forcément, encore une fois, j'en ai parlé dans l'intro, les personnages eux-mêmes sont partis en roue libre pour interpréter ce qui s'est passé. Alors déjà, on va commencer avec Pitou, l'anatomiste chaton zombie, qui effectivement considère que Gon a sacrifié son naine. Et ce, définitivement, fin du game, c'est terminé, voilà. Son analyse est posée comme une vérité absolue, mais dans Hunter x Hunter, on le sait, même les persos brillants peuvent être des narrateurs des plus foireux. Ils parlent avec leur subjectivité, mais pas avec la voix de l'auteur, Togashi Forever, comme vous le savez. Donc ça, c'est la théorie de Pitou. Ensuite, la théorie de Killua, l'ami fidèle, mais des plus approximatifs, imagine que Gon a payé le prix de son power-up ponctuel. Donc c'est un prêt à la consommation, hein. Version Aura, version naine, tu dépenses d'un coup et tu rembourseras avec intérêt monstrueux. Ça, c'est la seconde théorie, et il y a donc la troisième théorie d'Illumi, le grand frère, le sociopathe comptable, qui débarquera plus tard effectivement avec la théorie la plus glaçante, c'est-à-dire que le mec a scellé son destin pour quelque chose de pire que la mort, et quand Illumi te dit ça, en fait t'as compris que bon, t'as signé un contrat où même ton âme va devoir payer le loyer. Mais là où ça devient savoureux, c'est que Togashi lui-même n'explique jamais clairement ce qui s'est passé, en fait, lors de ce combat entre Gon et Neferpitou. On n'a pas la notice, on n'a pas le fascicule, on a juste Gon qui lâche un vœu suicidaire, Pitou qui fait sa déduction, Killua qui panique, et Illumi qui fait le croque-mort. Autrement dit, tout ce que les fans que nous sommes bien évidemment, voilà, tout ce qu'on sait c'est que du bouche à oreille et surtout du bouche à oreille biaisé, du téléphone arabe si je puis me permettre, et c'est exactement ce que Togashi aime beaucoup, nous balancer un puzzle sans les bords de la boîte. Et en résumé, le vœu de Gon c'est pas une déclaration héroïque, c'est une grenade dégoupillée et balancée au hasard. Lui-même d'ailleurs s'est pris la majeure partie de l'explosion. Enfin voilà, c'est le mec qui voulait un briquet pour allumer une clope et en fait, qui finalement l'a allumé avec un lance-flamme nucléaire. Bon, alors déjà on a posé la question et le dilemme, mais maintenant on va parler effectivement de la magouilleuse cosmique qui a réparé le bordel en causant un autre bordel, parce que bon, on a compris effectivement que Gon a balancé son vœu comme un touriste qui jette son passeport dans un volcan, bon, ça c'est bon, et bien maintenant il va falloir effectivement parler de la seconde partie de ce casse-tête chinois, c'est-à-dire l'intervention de Nanika. Parce que sans elle, Gon finissait en compost instantané, et c'est là que les gens se plantent en beauté pour la plupart. Ils pensent que Nanika, c'est une sorte de fée magique qui claque les doigts et qui efface les problèmes. Sauf que pas vraiment en fait. Nanika, c'est pas une imprimante 3D d'énergie, de naine. Non, elle ne crée pas, elle bidouille et elle détourne. Et petit rappel croustillant pour ceux qui l'ont oublié, quand un schlag a demandé à Nanika de devenir millionnaire, elle a pas sorti une valise pleine de cash du néant. Elle a carrément détourné un blimp qui transportait $1 million et l'a fait se vider sur sa tronche. Et c'est simple en fait, c'est le genre de miracle qu'elle offre. Tu demandes, elle t'exauce, mais elle passe par un raccourci qui sent la fraude à l'assurance. Et c'est pareil pour Gon en fait, qui lui a demandé à Nanika de le guérir, et il n'a pas été précis, il lui a pas posé de conditions, c'est un truc aussi vague, voilà, qu'un SMS envoyé à 3h du mat, c'est ça. Et résultat, Nanika a obéi, mais elle a obéi à sa manière. Elle n'a pas annulé le contrat de naine, parce que ça c'est verrouillé, hein. C'est gravé dans la chair même de Gon, ça c'est fini. Mais elle a contourné le problème, c'est-à-dire qu'elle a trouvé un mécanisme déjà existant, donc dans le monde d'Hunter x Hunter, pour maintenir Gon en vie, mais sans lui rendre les clés de sa bagnole de naine. Et c'est là que ça pique, parce que, ok, le naine de Gon existe encore, puisque Jin l'a vu sur le World Tree, effectivement, donc Gon n'est pas une coquille vide, ce qui veut dire qu'il a encore son compte en banque de naine, mais qu'il a plus la carte bleue pour y toucher. Donc, il a été rétabli à la normale, c'est ce que dit Jin, mais normal, ça veut pas forcément dire comme avant, ça veut dire qu'il est vivant, il marche, il sourit, mais spammer les Janjanken comme à la bonne époque, ça c'est foutu. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que Nanika n'a pas fait CTRL plus Z sur le vœu de Gon. En fait, elle a juste patché le délire, elle a collé un chewing-gum sur une brèche de sous-marin nucléaire. Donc ça tient, ça flotte, mais bon, pas forcément à faire une croisière tranquille non plus. Et
c'est ça la beauté cruelle de Hunter x Hunter. Il n'y a pas de happy end gratuit. Même quand on croit qu'un perso est sauvé, c'est juste parce qu'il a échangé une dette contre une autre dette. Gon n'est pas libéré de son vœu grâce à Nanika, il est juste coincé dans une nouvelle mécanique où son aura de naine est verrouillée. Comme si Nanika avait foutu un cadenas sur son énergie vitale en mode écoute, je te rends la vie, mais j'ai gardé quand même les clés. Et la moralité, c'est que Gon n'a pas retrouvé son naine, bon ça vous le savez. En fait, c'est juste qu'il a récupéré un ticket de métro usagé. Et le pire, c'est que c'est exactement le genre de piège que Togashi aime beaucoup tendre à ses personnages. Tu crois avoir gagné, mais en réalité, tu viens juste de rentrer dans une arnaque encore plus vicieuse que la précédente. Bon maintenant, revenons une dernière fois sur les 3 théories, c'est-à-dire la théorie de Pitou, Killua et Illumi. Parce que on a 3 théories, mais surtout on a 3 douilles. Parce que ok, on a compris que Gon avait craqué sa carte bancaire cosmique. Mais en fait le problème c'est que personne n'est d'accord sur ce qu'il a réellement payé. C'est un peu comme regarder 3 experts en assurance débattre sur un incendie alors que ta baraque brûle encore derrière eux. À la limite on s'en fout de débattre, l'important c'est d'éteindre le feu. Alors revenons encore sur ces 3 versions. Donc la version de Pitou, Gon a sacrifié son naine, point barre. C'est-à-dire que voilà, le chat médecin légiste est formel. Gon a jeté son naine à la poubelle pour obtenir son power-up. Fin de l'histoire et à la royure. Le problème, c'est que dans Hunter x Hunter, je l'ai déjà dit, les personnages sont des narrateurs foireux. Pitou, aussi puissante qu'elle soit, n'a pas accès au carnet secret de Togashi. Et sa conclusion est surtout logique pour elle à l'instant T. Mais c'est pas une vérité universelle. C'est un peu comme croire que ton veto, connaît mieux que la politique monétaire que la BCE. Ça va pas le faire. La version de Killua, il a payé pour cette forme, mais pas pour toujours. En mode, Gon a acheté une transformation cheatée, mais ça coûte juste super cher, faut juste rembourser. Sauf que, ok, faut rembourser, ok, mais il y a beaucoup de choses à rembourser. Parce que Gon n'a pas juste utilisé un Janjanken pour punir Pitou. Il a spammé sa technique comme un énorme porc sur le cadavre encore chaud de Neferpitou par pure rage. Et dans la logique d'Hunter x Hunter, chaque coup gratuit que tu rajoutes sur ton compte, c'est le taux d'intérêt qui grimpe plus vite qu'un crédit revolving. Et en clair, Gon a signé un prêt, certes, bon, il a complètement cramé sa maison juste pour allumer une clope. Et la version d'Illumi, avec le destin pire que la mort, et là-dessus, il n'y a pas de souci, mais honnêtement, à la limite, c'est peut-être celui qui est le plus proche de la vérité, mais pas tant que ça non plus. Parce que, en vrai, les 3 ont raison et les 3 ont tort en même temps, parce que Pitou touche une partie de la vérité, c'est-à-dire la perte apparente du naine, qui lui capte l'idée de prix proportionnel vis-à-vis de ce qu'a fait Gon, et Illumi voit la profondeur du gouffre, mais aucun ne détient l'image complète de ce qui s'est passé, parce que ce que Gon a donné, c'est pas juste son naine, son aura, c'est pas juste un prêt de puissance, en fait, c'est tout ce qu'il avait sous la main, plus un acompte sur ce qu'il aurait pu devenir. Et là, tu comprends pourquoi Nanika n'a pas pu annuler le vœu de Gon. On n'annule pas un contrat où t'as mis en gage ton âme, ton avenir et aussi tes cartes Pokémon. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est bricoler un patch pour que Gon reste vivant, mais en peut-être son outil principal, c'est-à-dire le naine. Et donc, en gros, vis-à-vis des 3 théories, Pitou a simplifié, Killua a minimisé, bon, il a copé, on va pas se mentir, et Illumi a exagéré. Mais la vérité est quelque part entre les 3, dans cette zone grise où Gon est devenu un survivant sans mode d'emploi. Et maintenant qu'on a posé bien à plat le problème, on va essayer de le résoudre. Alors déjà, on va commencer avec une petite hypothèse qui va gratter là où ça fait mal. Et l'hypothèse est simple, est-ce que Gon se serait pas trimballé une bête de naine parasite depuis son miracle? Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est que les bêtes de naine, bon, déjà, si vous ne le savez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas à jour au niveau des scans de Hunter x Hunter. Et si c'est le cas, je préfère vous dire qu'on va spoiler comme des gros porcs à partir de maintenant. Donc voilà, vous êtes prévenus. Parce que les bêtes de naine, c'est pas juste des créatures mignonnes façon Pokémon. En fait, ce sont des squatteurs invisibles qui pompent ton aura afin de payer la facture. Parce que si on regarde bien, Jin le dit lui-même sur le World Tree, Gon a encore du naine, a encore de l'aura. Mais il n'arrive pas à s'en servir. C'est comme si on lui avait collé un cadenas sur ses points d'émission. Et dans le même temps, Gon est en vie. Alors qu'il aurait dû finir aussi carbonisé qu'une frite oubliée dans une friteuse. Et justement, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? En fait, c'est facile. C'est-à-dire que Nanika n'a pas effacé le contrat, elle a juste bricolé une rustine. Et la rustine, ce serait justement un naine beast, une bête de naine générée pour maintenir Gon en vie. Un genre de pacte symbiotique chelou. C'est-à-dire que Gon respire, mais pour qu'il puisse rester en vie, la bête de naine bouffe son aura, bouffe tout son naine au quotidien. Donc la bête de naine boufferait le naine de Gon afin de le maintenir en vie. C'est tout simplement ça, et ce serait génial. Je veux dire, Togashi, clairement, serait totalement capable de ça. Et justement, si je vous balance cette petite hypothèse, parce qu'il y a un gros parallèle avec les princes de Kakin. Parce que dans l'arc de la guerre de succession, on apprend que chaque prince est protégé par une bête gardienne de naine. Elles se nourrissent de l'aura des princes et des princesses, elles sont invisibles
pour leur hôte, c'est-à-dire que tu peux jamais discuter avec ton coloc, ça c'est chiant. Elles offrent un pouvoir spécifique, calibré sur les besoins ou la personnalité de celui qu'elles protègent, et si on colle ce schéma à Gon, en fait ça colle beaucoup trop bien à sa situation. Le mec a survécu grâce à un gardien improvisé, son aura est toujours là mais injoignable car détourné vers l'entretien de la bête de naine qui le maintient en vie, et Gon évidemment, lui il voit rien, pas plus que Jin sur le World Tree en fait. Et c'est crédible parce que même le cas Nanika va dans ce sens, parce qu'elle aussi est un être du continent noir, du Dark Continent, et effectivement, elle est dotée d'une entité, c'est-à-dire Aluka, et pareil, elle n'exauce pas, elle reconfigure la réalité, et résultat, Gon peut très bien se retrouver avec sa propre Nanika, entre guillemets, mais beaucoup moins câline et beaucoup plus affamée de son naine. Et là, tu vois le piège. Si Gon veut récupérer son naine, il suffira pas juste de s'entraîner dur comme dans Naruto, comme dans DBZ, non. Il va devoir composer avec son propre colocataire invisible. En clair, peut-être qu'il pourra utiliser son aura, mais à condition de satisfaire les demandes du parasite, de la bête de naine. Et la mécanique serait super intéressante. Imaginez, Gon veut juste faire un ten. La bête de naine lui dit écoute, y a pas de souci, mais tu dois faire maintenant 10 pompes. Tu veux faire un raid? Allez, cours 1 kilomètre. Et à chaque étape, les exigences monteraient. Et jusqu'à la vraie douille. C'est-à-dire que si tu veux sortir le gros power-up, tu me donnes un bras. Et ça serait complètement dans la ligne Togashi. C'est-à-dire que Gon paye toujours avec son corps et la facture, elle grimpe exponentiellement. Alors, en résumé, Gon n'a pas perdu son naine, n'aurait pas perdu son naine. Encore une fois, tout ça, ce n'est qu'hypothèse et que théorie. Il l'aurait mis, selon moi, en colocation forcée avec une bestiole du Dark Continent. Et ça expliquerait, en termes de pure écriture, pourquoi on nous casse les reins avec les bêtes de naine durant l'arc de la guerre de succession avec Tyrednik et toute l'équipe. Ce serait du foreshadow et du fusil de Tchekhov absolument parfait. C'est-à-dire qu'on nous casse la tête avec ce concept-là, et finalement c'est ce concept-là qui permettra effectivement à Gon de revenir dans la partie et de récupérer son aide. Ce serait vraiment excellent, ce serait Togashi. J'ai envie de dire, ce serait complètement Togashi. Et ça voudrait dire que pour revenir dans la danse, Gon, effectivement, devra être enchaîné à une nouvelle mécanique qui fera de lui l'esclave de sa propre aura, et encore une fois, C'est difficile de trouver quelque chose de plus Togashi-esque que ça, en fait. Le concept est trop fort. Et maintenant qu'on est tous plus ou moins partis du principe que Gon est effectivement accompagné d'un colocataire invisible qui siphonne son aura comme un squatter branché sur ton compteur EDF afin de le maintenir en vie, la vraie question c'est comment il pourrait récupérer l'usage de son aide, parce que dans Hunter x Hunter, il n'y a rien qui est gratuit, et tout pouvoir est une transaction. Il y a toujours effectivement ce système de limitation. Et chez Gon, la caisse enregistreuse, elle rend pas la monnaie. Bon, première hypothèse, j'en ai déjà parlé, le système des petites requêtes. Exactement comme avec Nanika et Aluka. Les petits caprices du style, fais-moi un câlin, offre-moi un jouet, et tant que tu paies ces mini-demandes, tu peux effectivement obtenir des miracles qui cassent la logique du monde. Et transposé à Gon, fais-moi 10 pompes, cours 1 kilomètre, et tout simplement, ce serait quand même assez intéressant. L'hypothèse 2, ce serait l'équivalence stricte entre le prix et le pouvoir, et la puissance. Et qui lui d'ailleurs avait déjà flairé ça. Le prix payé doit être proportionnel au pouvoir utilisé. Et dans ce scénario, Gon pourrait retirer une quantité infinie d'aura, mais à chaque fois qu'il le fait, il doit signer un chèque en blanc pour la facture suivante. Exemple, première utilisation, rien de grave, un petit sacrifice, perds tes cheveux, voilà. La deuxième, la facture double, tu perds un bras, et tu paies avec ta longévité à la troisième utilisation, et chaque power-up, ce serait une escalade dans l'autodestruction. L'hypothèse 3, ce serait le mode casino en mode kite. Parce que si on reprend la logique de kite, ce serait effectivement jouer avec le hasard. Et ce serait donc un N basé sur des roulettes de sacrifice, sur une roulette russe. Donc tu tires la roue, après chaque requête faite au Nen Beast, et tu découvres les limitations. Tu peux perdre ton repas de midi, dire adieu à une de tes phalanges, sacrifier 10 ans de vie, ce serait un espèce de gacha morbide, parfait pour Togashi, c'est-à-dire que plus tu veux de puissance, et plus tu dois, effectivement, risquer de tomber sur des options absolument impossibles, Hypothèse 4, on pourrait voir un détournement de Nen, c'est-à-dire que si Gon ne peut plus utiliser son aura à travers ces points d'émission classiques de Nen, la bête de Nen pourrait imposer une nouvelle interface. C'est-à-dire que Gon n'apprendrait pas à réactiver son Nen, il devrait apprendre à le rediriger sur ce qui existe encore, c'est-à-dire la bête. Ce serait donc une application tierce qui siphonne tes données avant de te les rendre. Ce serait quand même intéressant, comme une sorte de VPN en fait. Bref, il y a encore beaucoup d'options, je vais m'arrêter là, mais ce qui est sûr, c'est que Gon ne retrouvera jamais son Nen comme avant, ça c'est certain. Il n'y aura pas de petit entraînement zen à la Wing, pas des méditations sous une cascade, pas d'entraînement à coups de pelle à la biscuit, non. Ce qu'il attend, c'est une mécanique de sacrifice renouvelé, ça j'en suis certain, où chaque pas en avant lui demande de se couper un bout de lui-même. Et Togashi justement n'a jamais été tendre avec Gon. Son pouvoir, sa puissance est littéralement né dans la douleur, et son retour ne pourra se faire que via encore plus de douleur. Moralité, Gon pourrait redevenir un monstre, capable même de rivaliser avec des entités comme Meruem, mais uniquement en échange de morceaux de lui-même, de son âme même. Et son haine, c'est plus un outil, c'est une dette vivante, et la bête qui le squatte, c'est l'huissier, tout simplement.
Et on va terminer cette vidéo avec encore plus de questions, surtout vis-à-vis du futur de Gon. Parce que clairement, il y a beaucoup de choses à en dire. Parce que, ok, on a compris que Gon a cramé son avenir avec un vœu suicidaire et que Nanika a rafistolé la carcasse sans pour autant faire un miracle. Et surtout que, selon moi, l'hypothèse la plus probable vis-à-vis de tout ça pour expliquer tout ce délire, bah, ce serait qu'effectivement, il y ait une bête de naine parasite qui est en train de squatter son naine. Mais la question, elle reste. Est-ce que Gon pourra un jour vraiment récupérer son naine? Et si oui, à quel... Bon, le prix, on en a déjà beaucoup parlé, mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les fins rejetées de Togashi. Parce que, et c'est intéressant, Togashi a pondu plusieurs fins alternatives pour Hunter x Hunter. Il en a parlé relativement récemment, je crois il y a 1 an ou 2, et dans l'une d'elles, on voit Gon vieillir comme un Hunter normal, voyager, vivre plein d'aventures, et finir papy avec une petite fille qui râle parce que bah il laisse mamie toute seule. Ok, et ça implique clairement que Gon a retrouvé son naine à un moment donné, sauf que cette fin a été jetée à la poubelle. C'est une fin qu'on n'aura pas. D'ailleurs, comme beaucoup d'idées de Togashi, le mec qui écrit ses scénarios, comme on fait ses cours, il improvise dans les rayons et à la fin, bah tout se retrouve à la poubelle. Mais ce détail prouve un truc, c'est-à-dire qu'il existe un mécanisme possible pour que Gon retrouve son aura. Et ça, c'est important. Parce que si c'était pas le cas, même dans un brouillon, ça n'aurait pas tenu debout et on sait à quel point Togashi est quelqu'un de très méticuleux. Aussi, ce dont on peut être certain, c'est que le vœu de naine ne peut pas se casser. C'est-à-dire que les restrictions sont absolues, c'est gravé dans l'os de Gon. Et si Gon avait vraiment sacrifié son naine pour toujours, comme le pensait Pitou, bah alors c'est cuit, il n'y a pas de retour. Et Togashi est bien trop rigoureux, j'ose l'espérer, hein. Voilà. Après, on n'est jamais à l'abri, nous fasse une Isayama, voilà, et qui nous ponde la pire fin, tout shonen confondu. C'est possible aussi. Je ne lui souhaite pas, mais voilà, en partant du principe que Togashi Forever est encore Togashi Forever, et je pense que, en partant de ce principe-là, il est bien trop rigoureux pour trahir une règle aussi importante de son propre système. Alors donc, il ne reste que 2 options. Première option, le vœu de Gon, c'était pas j'abandonne mon naine pour toujours. Voilà, donc c'était pas ça, c'est autre chose. Ok. Deuxième option, le vœu, c'est effectivement j'abandonne mon naine pour toujours, mais Nanika n'a pas annulé ce vœu. Elle a juste détourné le contrat, ce qui laisse effectivement une porte ouverte, mais tordue, afin qu'il récupère un accès partiel à son naine, via une bête de naine ou peu importe. Après tout, je parle de bête de naine depuis tout à l'heure, mais en réalité, ça ne reste qu'une simple hypothèse. Peut-être que Togashi ira dans une direction totalement différente, mais je serais quand même étonné, parce qu'il nous casse les reins avec les bêtes de naine depuis quand même pas mal de chapitres. Ce serait bizarre que ça n'aille nulle part. Mais bon, peu importe. Après tout ça, ce n'est que spéculatif. Mais ce qui est certain, voilà, même dans le meilleur des cas, Gon n'aura plus jamais un naine propre, entre guillemets, libre et simple comme à la bonne époque. Et ce serait contraire en fait à la logique du manga Hunter x Hunter. Et donc, soit, option douce, il pourra utiliser son aura, mais seulement en exécutant les requêtes de son naine beast parasite, de sa bête de naine parasite. L'option un peu plus dure, c'est que chaque activation coûtera un sacrifice proportionnel façon équation morbide. Et l'option casino, bah il joue sa vie à chaque fois, comme avec une roulette russe version naine, exactement comme Kite. Donc tu n'auras pas de retour à la case départ. Gon est condamné à vivre avec un pouvoir à dette, un naine crédit à la consommation, où chaque usage est une plaie supplémentaire. Et on va bien se parer, je pense. Et justement, et on va terminer la vidéo là-dessus, voilà, Hunter x Hunter, ça n'a jamais été un shonen classique, d'ailleurs c'est pour ça que c'est mon shonen préféré. Là il s'agit pas effectivement d'une histoire où le héros va powereux par l'infini, voilà, comme dans DBZ ou comme un autre effectivement shonen de con, avec la force de l'amitié. Non, là tout est conditionné par un prix. On n'est pas dans Naruto, on n'est pas dans Fairy Tail. Gon a déjà sacrifié son innocence pour grandir trop vite face à Pitou, et son haine, bah c'est juste le prolongement logique de cette tragédie. Il ne reviendra jamais gratuitement. Et le plus probable, c'est que Togashi, s'il revient dessus, montre que Gon est obligé de négocier avec sa propre malédiction. Ce sera pas un comeback triomphal, mais une dépendance symbiotique douloureuse mais exploitable. En clair, Gon ne sera plus jamais le gamin insouciant qui balançait des Janken en souriant. Il est devenu le type qui paie ses pouvoirs à coups de chair, à coups de sang, à coups d'eau, voilà, à coups d'années de vie, à coups de deals foireux avec des bestioles qu'il ne verra certainement jamais. Il va devenir un hunter dans le sens le plus cruel du terme, toujours endetté, toujours traqué par lui-même en fait. Et je pense que le mystère, voilà, de comment Gon a perdu son haine et comment il pourrait le récupérer, c'est pas une énigme en fait, c'est plus une équation de dette. Parce que son haine n'a pas disparu, il est enchaîné, parasité et conditionné par des sacrifices, ça j'en suis certain, je mettrai mes 2 mains à couper. Et si on revoit un jour Gon se battre, ce sera avec un sourire crispé et un prix encore plus sanglant qu'avant, tout simplement. Dans le monde de Hunter x Hunter, le Nen est le système de puissance, le système de magie, système de ki, ce que vous voulez, qui définit la force et les capacités des personnages. Avant même d'apprendre à utiliser le Nen, Gon accomplissait déjà des exploits qui défiaient toute logique. Courir un marathon de 80 km en quelques heures et sans une goutte de sueur, porter 3 hommes adultes sur son dos, ouvrir une porte de 4 tonnes, et même rivaliser avec des hunters expérimentés. En fait, ces capacités semblent parfois sortir de nulle part. Comment est-ce qu'il fait ça? Est-ce que ça vient d'un entraînement rigoureux? Est-ce que ça vient d'un usage inconscient du Nen? On ne sait pas.
pas. Mais au final, la vraie réponse est plus simple. Gon est simplement meilleur, entre guillemets. Wing, l'un de ses mentors, et d'ailleurs c'est lui qui lui a appris la maîtrise du nen, le décrit comme un talent d'1 sur 10 millions. Ça signifie qu'il surpasse la majorité des humains sans le moindre effort. Et en plus de ses prouesses physiques, Gon est souvent présenté comme faisant un avec la nature. Les animaux l'aiment, il semble instinctivement comprendre le monde qui l'entoure, et il agit souvent avec une pureté presque enfantine, et je dirais même une pureté presque animale. Mais ne vous laissez surtout pas berner par son comportement naïf. Cette connexion avec la nature reflète également une force intérieure brute et un caractère inébranlable, un caractère même bestial. Pourquoi c'est important tout ça? Pour comprendre la fameuse scène où effectivement il décide de se transformer en méga mec baraqué. En quoi ça peut nous permettre de comprendre? Bah justement, ce qui distingue Gon, ce n'est pas seulement sa force physique ou son talent inné, mais c'est surtout le fait qu'il existe dans un monde où très peu de gens peuvent réellement le comprendre ou même le défier. Et ça joue un rôle crucial dans l'explosion émotionnelle dont Gon fait preuve face à Pitou. Avant même de devenir un Hunter, Gon évolue avec une liberté presque totale sur son île, l'île de la baleine, car personne ne peut véritablement l'arrêter ou même le contraindre à faire quoi que ce soit. Et cette absence de limite contribue directement à des réactions extrêmes chez Gon dans des situations émotionnellement intenses. Bon déjà, on va commencer par le début, c'est-à-dire l'obsession de Gon pour son père. La première fois que nous rencontrons Gon dans Hunter x Hunter, il est en train de relever un défi improbable, attraper un poisson géant pour convaincre sa tante Mito de le laisser participer à l'examen Hunter. Ce n'est pas tant l'intelligence ou la stratégie qui lui permettent de réussir, mais sa force brute et sa détermination. Ce moment souligne déjà un trait central de sa personnalité. Gon ne recule jamais devant un objectif qui s'est fixé, peu importe les obstacles. Et ce n'est pas le poisson ou l'examen qui motive vraiment Gon. Au cœur de son voyage, il y a une obsession presque incompréhensible de retrouver son père, Jin. Gon veut devenir un Hunter non pas parce qu'il comprend l'importance de ce statut ou ses avantages, d'ailleurs qu'il découvrira plus tard, mais parce qu'il croit que cela lui permettra de comprendre son père et les raisons pour lesquelles ce dernier l'a abandonné. En fait, c'est une motivation alimentée par une idéalisation naïve de son père. Gon rationalise l'abandon de son père, Jin, en se disant qu'être un Hunter doit être une chose tellement incroyable qu'elle justifierait en soi de laisser derrière son propre enfant. Et ça montre un manque criant de compréhension des réalités du monde adulte, mais aussi une idéalisation presque enfantine de son père Jin. Pour Gon, son père n'est pas un homme imparfait ou égoïste, il est une figure mythique qu'il veut atteindre à tout prix. Cependant, cette obsession est incohérente quand on regarde comment Gon traite sa mère biologique, puisque lorsqu'il a l'opportunité d'apprendre son identité à travers un message audio de Jin, avec effectivement la cassette imprégnée de nen, bref, vous connaissez les bails, bah il éteint l'enregistrement sans hésitation. Et pourquoi? Parce que pour lui, ça n'a aucune importance, sa mère n'a aucune importance. Ce contraste flagrant montre que Gon ne recherche pas simplement des réponses sur ses origines, mais qu'il est entièrement focalisé sur la reconnaissance de son père. Au fur et à mesure que l'histoire avance, il devient évident que la quête de Gon n'a rien à voir avec une véritable nécessité émotionnelle. Lorsqu'il devient Hunter, le Gon, il se débarrasse de sa licence sans aucun regret, montrant que ce statut, pourtant prestigieux et surtout tous les avantages que la licence de Hunter lui apporterait, bah lui, il s'en fiche. Ça n'a jamais vraiment été un véritable objectif pour lui. À ce stade, Gon poursuit simplement un objectif qu'il s'est fixé enfant, comme un jeu qu'il refuse d'abandonner. Ce trait de caractère se reflète également dans son lien avec Kite, qui était effectivement l'un des rares élèves de Jin. Gon adopte en quelque sorte l'objectif de Kite, explorer et comprendre le monde en tant qu'Hunter sans réellement se poser de questions. Et ça renforce l'idée que, pour Gon, les objectifs ne sont pas intrinsèquement rationnels, ils sont un moyen de maintenir un cap, peu importe les sacrifices nécessaires, c'est un moyen peut-être même d'occuper le vide de sa vie. Et finalement, la vision de Gon est simpliste et extrêmement rigide. Le monde de Hunter x Hunter est complexe et rempli de nuances morales, cependant pour Gon, en tant qu'enfant, puisque après tout, c'est un enfant, même si parfois on a tendance à l'oublier parce qu'il est complètement cheaté, bah il voit souvent les choses de manière binaire. Il a les objectifs qu'il veut atteindre et les obstacles qui se dressent sur son chemin. Et cette vision simpliste est un moteur puissant, mais aussi une faiblesse, car elle l'empêche de considérer les conséquences de ses actions ou de remettre en question ses motivations. La fixation de Gon sur Jin et sa quête pour devenir Hunter servent de cadre à sa personnalité. Mais ses motivations montrent également un jeune garçon qui refuse d'accepter l'injustice, qu'elle soit dirigée contre lui ou contre ceux qu'il aime. C'est cet état d'esprit qui joue un rôle clé dans sa réaction face à Pitou. Une colère brute face à un monde qu'il perçoit comme ayant brisé ses attentes et trahi son idéal. Puisque évidemment, lorsque Pitou apparaît pour la première fois en face de Gon, eh bien, elle déboîte ce pauvre Kite, lui coupe le bras et d'ailleurs finira effectivement par le désosser. Et justement, parlons un peu de Kite, puisque l'un des moments les plus déterminants pour Gon,
en tout cas dans l'intrigue d'Hunter x Hunter, bah c'est sa rencontre avec Kite. Pourtant, en regardant cette relation de plus près, on se rend compte que son importance est grandement amplifiée, surtout dans la version animée de 2011 de Hunter x Hunter, puisque dans le manga original, Kite n'apparaît que très brièvement. Leur première rencontre se limite à une conversation rapide sur Jin et sur le rôle des Hunters, avant que Kite ne disparaisse presque aussitôt de l'intrigue. L'animé de 2011 a modifié cela, en introduisant Kite plus tard dans l'histoire, mais ça n'ajoute pas forcément beaucoup de profondeur à leur lien. En réalité, Gon n'a jamais eu de véritable relation de mentor-disciple avec Kite. Pourtant, Gon idéalise Kite au point de le considérer comme une figure essentielle de son développement personnel, alors que quoi, il a passé avec lui peut-être 2 heures de son enfance, donc justement avec Kite, et ensuite après, ce n'est qu'après bien des années, à l'âge de je crois 14 ans, qu'il retrouvera Kite juste avant l'arc des Chimera Ants, donc juste après l'arc Grid Island. Donc voilà, on se pose la question, pourquoi Kite est si important pour Gon? Pourquoi est-ce que Gon place-t-il autant d'importance sur Kite? Et justement, la réponse se trouve dans la manière dont Gon aborde ses relations en termes généraux et ses objectifs. Pour lui, Kite n'est pas seulement une personne, il incarne un idéal, une connexion à son père Jin et une validation de sa quête pour devenir un Hunter. Kite représente tout ce que Gon espère être, mais il est également le pont symbolique entre Gon et Jin. Et cette idéalisation est d'autant plus frappante que, pour une personne normale, la brève rencontre avec Kite n'aura jamais eu un tel impact. Gon cependant est loin d'être normal, ça on l'a compris. Sa fixation sur Kite reflète son besoin presque désespéré de donner un sens à sa quête et de justifier les sacrifices qu'elle implique. Même si leur relation réelle est superficielle, Kite devient un pilier symbolique dans l'esprit de Gon. Et après cette rencontre, Gon passe 3 ans à internaliser les idées que Kite lui a transmises. Évidemment, là je parle de leur première rencontre sur l'île de la baleine. Et justement, quand on parle de ces idées, je parle notamment de l'importance de la nature et de l'ordre naturel. Ces concepts restent vagues, mais Gon les adopte comme une sorte de code moral. Kite devient une boussole morale pour lui et une figure mythique, bien au-delà de ce que Kite est réellement. Et lorsque Kite réapparaît plus tard dans l'histoire, juste après l'arc Grid Island, comme j'en ai déjà parlé, Gon a enfin la chance de travailler à ses côtés. Cependant, cette collaboration est de courte durée et la mort brutale de Kite aux mains de Neferpitou bouleverse complètement Gon. Ce n'est pas seulement la perte de Kite qui provoque la rage de Gon, mais c'est ce que cette perte représente, un échec à protéger quelqu'un qu'il avait idéalisé, et un rappel brutal des limites de sa propre fosse. Finalement, quand Neferpitou tue Kite, ce n'est pas juste qu'elle tue le mentor de Gon, elle tue la représentation que se faisait Gon de Kite. Et encore une fois, je le répète, la mort de Kite agit comme un catalyseur pour l'effondrement psychologique de Gon. Il ne voit pas seulement cela comme un événement tragique, mais comme une trahison personnelle de ses propres idéaux. Pour lui, Kite n'était pas censé mourir, il était censé être le Hunter parfait, être invincible, un lien indestructible avec son père et ses aspirations. Et cette culpabilité écrasante alimente la rage de Gon contre Pitou. Il ne cherche pas seulement à venger Kite, mais aussi à expier son propre sentiment d'impuissance et d'échec. La violence de sa réaction est proportionnelle à l'intensité de l'idéalisation qu'il avait projetée sur Kite. En fait, grosso modo, pour faire simple et en dégageant le gloubi-boulga philosophique, Kite est un intermédiaire symbolique entre Gon et Jin, en tout cas dans la tête de Gon, dans l'esprit de Gon. Il est devenu un substitut pour toutes les réponses que Gon espérait obtenir. Et donc, perdre Kite, c'est perdre une partie de ce lien fragile qu'il avait construit dans son esprit. Et c'est pour ça que, lorsque Pitou tue Kite, Gon craque son slip. Et, encore une fois, Togashi Forever oblige, c'est un exemple extraordinaire de l'écriture symbolique de Yoshihiro Togashi. Merci Yoshihiro, encore une fois. Merci frérot. Tu fais plaisir mon frérot. Puisque oui, la relation entre Gon et Kite n'a jamais été construite pour être réaliste ou rationnelle. Elle sert de dispositif narratif pour explorer les thèmes de l'idéalisme, de la perte et de la désillusion. Gon ne pleure pas seulement la mort de Kite, mais l'effondrement de tout ce qu'il représentait. C'est ce qui rend sa réaction face à Pitou si viscérale et si émotionnellement complexe. Si on revient au tout début du manga, après sa rencontre initiale avec Kite, Gon adopte un mode de vie qui reflète son obsession pour le monde naturel et le mystérieux univers des Hunters. Ce mode de vie, couplé à son manque d'exposition au monde extérieur, puisqu'il a vécu quand même une bonne partie de sa vie un peu sur son île de la baleine, et ben ça le transforme en un enfant sauvage, littéralement et métaphoriquement. Gon perçoit le monde humain comme une extension de la nature, où tout conflit et comportement sont vus à travers un prisme animal. Est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi? D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et justement, on va en parler, la morale de Gon est dictée par son instinct et son éducation, ou plutôt par son manque d'éducation. Il n'évalue pas les actions selon des normes humaines et une boussole morale standard, non, mais seulement à partir d'une logique de survie brute. Par exemple, lorsqu'il découvre que Killua est un assassin, il ne réagit pas avec dégoût ni même avec inquiétude. Pour Gon, c'est juste un fait. Ou quand il affronte l'espèce de tueur en série lors de l'arc Grid Island avec ses ciseaux,
bah il le condamne pas. D'ailleurs même Gon ne condamne pas le mal parce qu'il ne le perçoit pas. En fait pour lui c'est un concept abstrait. Pour lui tuer, manipuler ou mentir ne sont problématiques que lorsque ces mêmes actes défient sa propre interprétation de ce qui est naturel. Par exemple, il est dérangé par les actes des fourmis chimères non pas parce qu'elles tuent, mais parce qu'elles tuent d'une manière qui semble défier leur propre nature, tout simplement. Mais lorsque Killua par exemple va arracher le cœur de son adversaire lors de l'arc de l'examen Hunter, lorsqu'il tue l'espèce de tueur en série là, il lui arrache le cœur, mais il s'en fout, il en a rien à faire. Tout le monde pète un câble, mais lui, bon, normal quoi. Et ce qui déclenche réellement la rage de Gon, ce n'est pas la simple perte ou le conflit, mais la confusion. Lorsqu'il rencontre quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, ou même qui défie ses attentes, comme l'attitude de Pitou, ou l'hypocrisie des membres de la brigade fantôme, comme le fait effectivement que Nobunaga se mette à pleurer à la mort de son meilleur ami Hyojin, bah Gon pète un câble parce qu'il dit non mais comment ça, tu pleures pour ton ami, mais pourtant t'es un mec qui tue des innocents. Bon voilà, étant donné que Gon, il a une vision binaire de la vie avec gentil-méchant, bah il comprend pas ça et c'est pour ça qu'il s'énerve, qu'il défonce la main de Nobunaga. Et cette frustration est enracinée dans son incapacité à réconcilier ses instincts avec la complexité morale des humains et des créatures qui les imitent. Et l'un des traits les plus marquants de Gon est justement son égoïsme. Bien qu'il soit souvent représenté comme un personnage innocent et pur, cet égoïsme devient évident dans des moments tels que le jeu de la balle aux prisonniers sur Grid Island. Gon insiste pour suivre sa propre voie, même au détriment de la santé de ses amis. Comme lorsque Killua se blesse gravement pour l'aider. Puisqu'à un moment donné, Killua tient la balle afin que Gon puisse taper dedans, et bon, bah, Killua malheureusement doit désactiver le nen de ses mains afin que Gon puisse mettre toute sa puissance là-dedans, et il se défonce les mains en faisant ça. Et Gon, et au début, on se dit, ah, Gon, peut-être qu'il s'en rend pas compte. En fait, on se rend compte que depuis le début, Gon le savait, mais qu'il le fait parce qu'il s'en fout. Il veut gagner, peu importe les sacrifices. Il est égoïste. Pour Gon, gagner selon ses propres termes importe plus que la sécurité ou le bien-être des autres. Cela ne vient pas d'une malveillance quelconque, mais d'une incapacité à voir au-delà de ses propres désirs et ses propres instincts. Et donc, encore une fois, tout cela culmine dans sa confrontation avec Neferpitou. La rage de Gon n'est pas uniquement due à la perte de Kite, mais à ce que cette perte représente, une trahison de tout ce qu'il croyait naturel et juste. Pitou, en tant qu'entité mi-humaine et mi-animale, défie la logique instinctive de Gon. Sa colère explosive est une réaction viscérale à cette confusion et à la culpabilité qu'il ressent de ne pas avoir été assez fort pour protéger Kite et donc, par là même, protéger son idéologie. Et encore une fois, Gon est souvent comparé à des personnages tels que Goku, qui sont décrits comme innocents malgré leurs actes parfois brutaux. Gon, c'est une autre histoire, puisque son innocence, à Gon, ne repose pas sur une pureté morale, mais sur une absence de conscience des conséquences. Gon agit comme un prédateur, il poursuit ses objectifs sans véritable considération pour les autres, à moins que leur sort ne soit directement lié à son propre sens du devoir ou de la justice. Et sa confrontation avec Pitou marque une fracture dans la personnalité de Gon. C'est le moment où son instinct animal et son égoïsme s'entrechoquent violemment, avec une réalité qu'il ne peut plus ignorer. Ce n'est pas seulement une explosion de colère lorsqu'il veut déboîter Pitou. C'est une manifestation ultime de toute la tension qu'il y a en lui entre son instinct brut et animal et la complexité du monde moral qui l'entoure. Et justement, une grande partie de l'attitude et du comportement de Gon lors de l'arc Chimera Ants est influencée par son obstination et sa vision simpliste du monde, puisque lorsqu'il agit impulsivement, il fait souvent des choix dangereux voire inutiles, qui mettent non seulement en péril sa sécurité, mais aussi celle des autres. Par exemple, et là on va revenir par contre à l'arc Grid Island, lorsque Gon affronte les Bombers et tout particulièrement Gensru, Gon ignore le plan bien réfléchi de Biscuit et se jette dans une confrontation des plus directes, laissant volontairement Gensru lui mutiler la main, enfin même les mains, il lui défonce les mains, il lui explose les mains, pour une attaque qu'il aurait pu éviter. Et ce comportement témoigne de son incapacité à penser stratégiquement ou à considérer les conséquences à long terme. Gon il voulait juste déboîter Gensru, c'est tout ce qu'il voulait faire. Derrière s'il doit perdre ses mains, il s'en fout. Et Gon rejette souvent des solutions plus sûres ou même efficaces, simplement parce qu'elles ne correspondent pas à son approche brute. Il est souvent sauvé par des circonstances extérieures ou l'aide de ses alliés, renforçant son sentiment de pouvoir agir comme il l'entend sans subir les conséquences. D'ailleurs, en parlant de conséquences, Gon était à 2 doigts de tuer Morel. Il en avait absolument rien à foutre, et à la fin d'ailleurs il rigole, il fait « Oh, désolé Morel, j'ai failli te tuer ». Le mec, il en a absolument rien à secouer. Et, je le répète, même si la relation entre Kite et Gon semble superficielle et mal développée dans l'histoire, elle devient centrale quand même dans l'esprit de Gon. Quand Kite est tué par Neferpitou, Gon se convainc que c'est entièrement sa faute, et ses pensées se concentrent sur un cercle de culpabilité auto-imposé. Bon déjà, il blâme Pitou, c'est-à-dire que initialement, il rejette la faute sur Neferpitou pour avoir tué Kite, ensuite il se blâme lui-même puisqu'il réalise que Kite est mort en partie à cause de son arrogance et de sa faiblesse, et ça devient une obsession, alimentant son besoin de vengeance, et au final, Gon ne reproche rien à Kite, alors que pourtant c'est aussi de sa faute, puisqu'il a sous-estimé la menace des fourmis chimères. Il ne blâme pas non plus Killua, bien que leur présence à tous les deux ait compliqué la situation. Et cette spirale de culpabilité est exacerbée par le fait que Gon n'ait jamais vraiment à affronter un échec aussi profond. Jusqu'à ce moment, Gon a toujours été sauvé par la chance ou l'intervention de ses amis. Et d'ailleurs, avant l'arc des fourmis chimères, des Chimera Ants, Gon et Killua
accumulent les victoires, et ça renforce leur confiance en eux. Et tous ces succès constants leur donnent une perception exagérée de leur force, malgré leur inexpérience. Et donc, lorsqu'ils entrent dans le territoire des fourmis, Gon et Killua ne réalisent pas l'ampleur de la menace. Leur incapacité à blesser un simple soldat fourmi chimère, sans naine, aurait dû leur servir d'avertissement, mais leur arrogance enfantine les aveugle. Et même après que Kite ait perdu son bras, Gon continue de croire qu'il peut sauver la situation. Et cette illusion est maintenue par l'entourage de Gon justement, qui alimente son fantasme pour préserver sa motivation. Et si on devait parler un peu de Killua dans cette histoire, il y a de quoi discuter, puisque Killua a toujours plus ou moins décrit Gon comme sa lumière. Une personne dont l'optimisme éclaire un peu sa propre vie à lui, Killua. Lui qui a toujours vécu dans les ténèbres en tant qu'assassin. Mais le truc, c'est que l'admiration de Killua pour Gon l'empêche de voir la réalité. Cette perception souligne l'impact émotionnel de Gon sur ceux qui l'entourent. Déjà, les personnages autour de Gon utilisent son fantasme de vengeance afin de le maintenir fonctionnel, même si ça renforce ses illusions complètement stupides. Et Killua, malgré sa propre lucidité, choisit de protéger les illusions de Gon plutôt que de le faire affronter la vérité. Ce qui souligne à quel point leur dynamique est déséquilibrée. En réalité, Killua est un peu dépendant à Gon d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est un peu mignon entre guillemets, mais à chaque fois que Gon parle à quelqu'un d'autre, tu peux voir dans le background généralement, Killua être un peu jaloux. Tu sens bien que Gon était son premier ami et que bon, sans Gon, Killua, limite, il a même plus envie de vivre, quoi. C'est à ce niveau-là. La confrontation avec Neferpitou devient le point culminant de tous ces éléments. Gon, accablé par la culpabilité, la colère et l'incapacité à accepter la mort de Kite, perd tout sens de la rationalité, puisque Gon force Pitou à le suivre dans un endroit isolé, dégageant toute possibilité d'intervention ou de secours de ses alliés. Il exige que Pitou répare Kite, bien qu'il sache au fond de lui que c'est impossible. Cette demande irréalisable reflète son refus d'affronter la réalité, et par la suite, Gon sacrifie tout, c'est-à-dire son corps, son avenir et même son humanité, afin d'obtenir la puissance nécessaire à sa vengeance, même si cette vengeance est en réalité futile. Et en tuant Pitou, Gon trahit tout ce qu'il prétendait valoriser, il renonce à son attachement à la nature et à son idéal de justice instinctive. Pitou, bien qu'étant une créature hybride, agissait selon sa propre nature en protégeant le roi. Gon, en revanche, agit contre sa nature par pure colère et vengeance, des motivations qu'il aurait autrefois considérées comme étant artificielles. Et la descente de Gon dans la rage et la destruction face à Pitou n'est pas seulement un moment de colère, mais une manifestation de tout ce qui fait de lui un personnage complexe. Déjà son égoïsme et son entêtement, sa vision naïve et instinctive du monde, qui s'entrechoque avec la réalité du monde, et son incapacité à gérer la culpabilité et l'échec. Et ce moment est à la fois le triomphe et la tragédie de Gon. C'est une preuve de la richesse de son écriture en tant que personnage, encore une fois Togashi Forever, mais aussi un rappel brutal des conséquences de son immaturité et de son arrogance. Et en gros, pour faire un peu la synthèse, l'arc des fourmis chimères, qui m'arrante, explore profondément pas mal de thèmes intéressants, non seulement, mais aussi et surtout, l'humanité, l'arrogance et le développement personnel. Mais aussi et surtout, l'obscurité de l'humanité et l'arrogance humaine aussi. Cet arc n'est pas seulement une confrontation entre des personnages puissants, c'est pas juste du shonen neketsu juste pour de la bagarre, mais c'est surtout une réflexion sur la façon dont la force et les instincts façonnent les individus, souvent au détriment de leur propre humanité. Parce que déjà, les fourmis chimères, c'est un peu une humanité en devenir, puisque les Chimera Ants, à mesure qu'elles évoluent tout au long de l'arc, adoptent petit à petit des traits humains, bons et mauvais. Et ça se traduit par des comportements altruistes, comme évidemment Meruem avec Komugi, ou destructeurs, avec Chayapouf qui décide de déboîter tout le monde. Et leur développement de personnage montre que la puissance brute ne suffit pas pour définir la véritable noblesse ou la dignité de quelqu'un. Et Meruem, initialement une incarnation de l'instinct animal, puisqu'il tue dès qu'il en a envie et il fait ce qu'il en a envie quand il en a envie, devient le personnage le plus humain de l'arc, grâce à Komugi, une fille faible et handicapée, mais dotée d'une force intérieure immense. Et à côté de ça, et je dirais même plus en face de ça, il y a Gon, qui incarne un paradoxe quasiment inconciliable. Il est exceptionnellement fort, mais reste exceptionnellement immature. Sa compréhension de la morale est rudimentaire, primitive, influencée par une vision instinctive et simpliste de la nature. Et lorsque Gon perd Kite, ça brise son identité. Il réalise qu'il n'a pas progressé, que sa force ne l'a pas empêché de répéter ses erreurs passées, que toute sa vision du monde vient de se faire déboîter par un chat. Et c'est cette prise de conscience justement qui le pousse à se détruire lui-même, dans un acte de vengeance irrationnelle contre Pitou. Et à côté de tout ça, il y a effectivement la confrontation entre Netero et Meruem,
qui est le contraste entre l'ambition humaine dénuée d'humanité, Netero, et justement le monstre qui devient de plus en plus humain, Meruem. Donc on a Netero, bien que relativement sage, montre que sa quête de force absolue et d'ambition personnelle l'a finalement éloigné de toute véritable humanité. Tant et si bien que dans ce combat entre Netero et Meruem, finalement le gentil c'est peut-être Meruem. Netero se sacrifie non pas par compassion, mais par fierté. Il ne voulait pas perdre. Et aussi par peur de l'évolution des fourmis chimères. Et à l'inverse, Meruem, à travers sa relation avec Komugi, apprend la noblesse, la compassion et le sacrifice. Et ironiquement, c'est lui, le personnage le plus inhumain au départ, qui devient, au final et in fine, l'incarnation de ce que l'humanité peut offrir de meilleur. Et donc si on devait en revenir rapidement à Gon, bah en fait c'est un héros brisé par son propre potentiel. Depuis le début de son parcours dans le manga, Gon est motivé par des objectifs arbitraires, c'est-à-dire retrouver son père, devenir un hunter, sans jamais réfléchir à leur signification réelle. Et son obsession pour Kite, un personnage qu'il connaissait à peine au final, révèle son incapacité à gérer l'échec ou à accepter ses limites. Ce besoin maladif de réparer ses erreurs, à tout prix, le mène à sacrifier son propre corps et son propre avenir. Et donc à partir de là, Gon perd toute rationalité lorsqu'il utilise une jeune fille innocente comme otage, c'est-à-dire Komugi, contre Pitou. Et ce geste marque une rupture totale avec son image d'enfant naïf et pur, révélant un côté sombre et désespéré qui finalement était là depuis le début. Et sa transformation finale afin de vaincre Neferpitou symbolise son abandon de tout ce qui faisait de lui un être humain jadis. C'est plus une question de justice ou de vengeance, mais de rage et de haine incontrôlée. Et finalement Gon, comme son père Jin, a toujours su compter et toujours pu compter sur sa force pour surmonter ses obstacles. Et cette facilité l'a empêché de développer de véritables solutions humaines, comme la coopération, l'humilité ou même la réflexion. Et en perdant sa capacité à utiliser le Nen, à la fin de l'arc Chimera Ant, Gon est forcé de vivre comme une personne normale, et pour la première fois de sa vie, il va pouvoir enfin grandir en tant qu'individu, et pas toujours se permettre d'esquiver les conséquences de ses actes, juste parce que le mec c'est Superman depuis qu'il a 5 ans. En fait, cette perte de Nen c'est peut-être une bénédiction déguisée. Et finalement, si on devait tirer des leçons de cet arc, eh bien, les fourmis chimères montrent que la force brute ne mène pas nécessairement à la grandeur. En fait, ce sont les choix, les sacrifices et les valeurs humaines qui définissent réellement une personne, et Komugi, faible et sans pouvoir, devient la clé de l'évolution de Meruem. De même, Gon devra apprendre. Il faut comprendre que Gon, le protagoniste de Hunter x Hunter, incarne une dualité fascinante entre force innée et immaturité. Son parcours met en lumière les dangers d'une puissance brute sans réflexion, sans maturité émotionnelle. Il est né avec des capacités naturelles exceptionnelles. Il a toujours abordé la vie comme un instinct, de manière primitive, priorisant ses désirs immédiats et suivant une morale simpliste, basée sur le naturel, en gros. Cette vision pourtant se heurte avec les complexités du monde des humains, où les choix et les conséquences dépassent souvent les instincts primaires. C'est pas juste gentil méchant, blanc ou noir, bien souvent le monde est gris. Et l'arc des fourmis chimères illustre cette tension fondamentale. Les fourmis, bien qu'initialement des bêtes, des animaux, des monstres, évoluent pour adopter petit à petit des traits humains, bons comme mauvais d'ailleurs. Et Meruem, le roi des Chimera Ants, le roi des fourmis chimères, incarne cette transformation en passant d'un être purement instinctif à un individu capable de compassion et de sacrifice. A l'inverse, Gon, qui débute le manga comme un enfant naïf et pur, révèle sa propre nature brutale et égoïste lorsqu'il est confronté à la perte de Kite, un mentor, ou peut-être pas tant que ça, qu'il connaissait à peine, mais qu'il idéalise. Et la mort de Kite n'est pas seulement une tragédie pour Gon, elle détruit son identité, car elle prouve qu'il n'a jamais progressé, et pas seulement en ce qui concerne sa force, parce que bon, il a progressé en termes de force brute, et en termes de maîtrise du Nen, mais mentalement et moralement parlant, il n'a jamais progressé. Et le cœur du récit de l'arc des fourmis chimères repose sur une réflexion sur la puissance et l'humanité. Et alors que les fourmis chimères trouvent une humanité croissante au cours de l'arc en renonçant à leur instinct, Gon, lui, en revanche, et tout au contraire de ses adversaires, s'enfonce dans sa propre animalité, sacrifiant tout pour satisfaire sa colère, sa soif de vengeance primitive. Et cette chute de Gon met en évidence que la vraie force n'est pas seulement physique, mais réside aussi dans la capacité à évoluer, à reconnaître ses propres limites et à agir en accord avec des valeurs humaines. Et en résumé, Hunter x Hunter explore la lutte entre la puissance et l'humanité, entre l'animalité et limite un peu la civilisation d'une certaine manière. Puisque les plus grands hunters, comme Netero, Meruem ou Gon, même si bon, Meruem n'est pas un hunter, mais vous m'avez compris, les mecs les plus forts d'Hunter x Hunter, montrent que la force brute seule est une impasse. La véritable grandeur réside dans la capacité à transcender ses instincts pour embrasser la complexité de l'humanité. Et pour Gon, son défi ultime, c'est pas de devenir plus fort, mais d'arrêter de considérer le monde comme étant blanc ou noir, gentil contre méchant. Et c'est lorsqu'il voit Pitou en train de protéger Komugi, alors que pourtant Gon voyait Pitou comme étant le mal incarné, ben c'est là où il craque vraiment son slip, le Gon. Parce que justement, ça va à l'encontre de tout ce qu'il a considéré comme étant vrai, et toute sa vision du monde. Et c'est pour ça que Hunter x Hunter, c'est trop bien.
Encore une fois, merci Togashi, Togashi Forever, merci mon frérot. Bon alors, si je devais effectivement terminer cette longue vidéo par une réflexion finale, je trouve déjà, et on n'en a pas encore parlé de ce personnage, mais que Léolio est très bien présenté, je trouve. Pas forcément dans l'arc Chimera, parce qu'il me semble qu'on le voit pas, on le verra juste après, mais peu importe. Mais en termes généraux dans Hunter x Hunter, parce que Léolio est présenté toujours comme étant la personne la plus compatissante et la plus bienveillante, surtout parmi les amis de Gon. C'est aussi le seul qui ait développé une capacité de naine avec l'intention explicite de sauver des vies, d'être un gros enculé, qui soit le plus faible des 4 du Quatuor, c'est-à-dire Gon, Kurapika, Killua et Léolio lui-même, c'est lui qui finalement a mené jusqu'ici la vie la plus heureuse. Et le fait que Gon soit assez puissant pour ne jamais faire face aux conséquences de ses propres actes, pour moi c'est un facteur clé pour comprendre son caractère. Parce que même s'il n'est jamais vraiment le plus fort de Hunter x Hunter, peu importe d'ailleurs où nous en sommes dans l'histoire, mais il n'y a pas grand monde qui peut venir pour lui claquer le beignet. Il peut faire à peu près ce qu'il veut. Et j'ai envie de dire, c'est ça qui a aussi fait évoluer son caractère dans cette direction-là. Et finalement, à la suite de l'arc Chimera Ant, le fait d'avoir perdu son haine, ça enclenche peut-être le seul moment de sa vie où Gon, pour la première fois, est forcé de faire face aux conséquences de ses actes. Et même si on peut avoir tendance à voir Gon comme un animal impulsif et simpliste, qui range les gens dans les catégories m'apporte un bénéfice ou ne m'apporte pas un bénéfice, eh ben il faut jamais oublier que le fait d'avoir passé ces années formatrices comme un surhumain l'a clairement transformé comme un mec ultra immature, parce que finalement, ce qui fait que quelqu'un va mûrir, c'est souvent la souffrance, c'est souvent un peu le reality check, la claque de réalisme, comme dirait l'autre, qui va faire qu'effectivement, tu vas te réveiller, tu vas dire « Ah ouais, ah merde !» Parce que bien souvent, on dit que la réalité, ce à travers quoi tu ne peux pas passer. C'est un peu le mur, quoi. Tu marches, t'as peut-être la tête dans les nuages, et ensuite, boum, tu te claques la tête contre la réalité, et tu reviens sur Terre. Le problème, c'est que Gon est tellement puissant, que même lorsque, avant, il se précipitait contre le mur de la réalité, le mur, il se casse, en fait. Sauf que là, à partir de la fin de l'arc Chimera Ant, le mur, il est en béton. Et au final, j'ai toujours ressenti que le naine en lui-même est une manifestation physique de la nature, entre guillemets. Le naine amplifie les forces d'une personne, mais aussi il amplifie ses faiblesses. Et ça souligne à quel point le pouvoir de naine, le Hatsu de chacun, c'est un peu un miroir direct de leur identité. Pour le meilleur et souvent pour le pire. Alors voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De toutes les manières, voilà, tout ce que je vous dis aujourd'hui, je pense qu'on aura les réponses dans pas longtemps et on verra effectivement si j'ai dit des conneries ou pas. De toutes les manières, on va pas attendre 40 ans, je pense. Voilà, après, je dis ça, Togashi étant Togashi, peut-être qu'on attendra 40 ans. Mais on aura la réponse. Eh ben écoutez, on se retrouvera dans les commentaires pour voir si j'avais raison ou si j'avais tort. Enfin, en tout cas, en attendant jusque-là, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes théories. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.